En cette fin de janvier 1944, les actualités d'aucun pays n'évoquent la conférence de Brazzaville où De Gaulle promet un nouveau destin au peuple colonisé. Aucune n'évoque non plus la création des forces françaises de l'intérieur. À l'Est, pas un mot de ces partisans ukrainiens qui tuent le général Vatiutine dans une embuscade. Pas un mot non plus pour dire que presque tous les hommes, femmes et enfants massacrés par les Allemands à Berditchev étaient juifs. Pas un mot chez les anglo-saxons des difficultés rencontrées à Anzio, en Italie, des conflits entre MacArthur et Nimitz. Quant à Roosevelt, on cache qu'il est gravement atteint, mais la caméra va se charger de nous le montrer. Pour commenter les actualités soviétiques et américaines, nous sommes avec Moshe Lewin, qui est sans doute le meilleur connaisseur de la société soviétique, à qui on doit un livre fameux il y a quelques années sur le testament de Lénine, qui était à Vilno au début de la guerre et qui a été presque un soldat de l'armée soviétique. Racontez-nous ça, Moshe Lewin. Tout ceci fait partie intégrale de ma mémoire. Cette ville, c'était Vilna en Russie tsariste, ensuite Vilno en Pologne, ensuite Vilnius sous les soviétiques. Et on n'a pas eu le temps d'assimiler tous ces événements et du coup, il y avait des bombardements par la Luftwaffe en juin 1941. Évidemment, je me sauvais en essayant d'être accepté par les camions de l'armée soviétique qui fuyaient. N'acceptaient pas, évidemment, les civils. Ce n'était pas possible. Néanmoins, il y a un camion qui s'est arrêté avec quelques paysans très fatigués là-dedans qui ont dit « montez, montez », et ça m'a sauvé la vie. Ensuite, il y a à peu près 50 ans, j'étais sur la rivière Volga, je parle de janvier 1944, je faisais partie d'une unité militaire soviétique qui se préparait pour la bataille au front. Mais au lieu du front, on m'a envoyé dans une école d'officiers. À l'époque, ce n'était pas encore l'armée rouge, c'était l'armée soviétique. Voilà donc l'histoire qui m'a mis au centre de ces événements dont nous allons parler aujourd'hui. Eh bien, on va en parler, et Moshe Lewin, vous nous en parlerez à la fois comme quelqu'un qui a vécu ce qu'on va voir, et qui, en même temps, avec le recul, l'analyse. Avec plaisir. Вечно живет в сердцах миллионов бессмертный образ Ленина, величайшего гения человечества, основателя советского государства, учителя, вождя и друга трудящихся. Каждый день сюда приходят тысячи людей с
благоговением знакомятся они со всем, что связано с жизнью и работой Владимира Ильича. Кабинет Ленина, где все сохранилось таким же, как было при его жизни. Стол, за которым работал Ильич. На картинах и фотографиях отражены многие эпизоды великой жизни Ленина. Ленин впервые встречается со Сталиным в Таммерфорсе в 1905 году. Трудящиеся революционного Петрограда встречают Ленина, вернувшегося в Россию в апреле 1917 года. Ленин и Сталин беседуют с крестьянами-ходоками. Ленин и Сталин в Горках в 1922 году. Люди разных поколений проходят по этим залам. Молодые бойцы, участники Отечественной войны, партизаны Белоруссии, студенты Казахстана. На этой карте показаны пункты, с которыми Ленин был связан по телеграфу в 1918-20 годах. Указания Ленина шли на север, на юг, на запад, на восток, в Ленинград, на Волгу, в Белоруссию, на Украину, туда, где Красная Армия в суровых битвах защищала молодую Советскую Республику, одерживала первые победы над врагом. Эту книгу прислали с полей Отечественной войны танкисты. Книга эта, краткий курс истории партии Ленина-Сталина, пробита вражескими пулями. Как знамя, как напоминание о великих целях нашей борьбы, она была вместе с советскими воинами в бою. Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя, Сталин. Moshe Lewin, vous qui avez écrit un livre sur le testament de Lénine, que vous inspire ce culte de Lénine à l'époque stalinienne? Il est tout à fait clair pour moi que ce que nous voyons ici, ça fait partie d'un culte de Staline. Il ne s'agit pas vraiment de Lénine, il s'agit de quelque chose utilisé par Staline pour renforcer son pouvoir. Ce que j'ai étudié sur Lénine avant n'avait pas de place pour ce langage. Il n'y avait pas de culte de ce leader. Et il est vrai que Staline pense, en glorifiant Lénine, se glorifier lui-même et montrer peut-être qu'il en a fait encore plus que Lénine en gagnant cette guerre. C'est exact. Ce n'est pas seulement qu'il faisait plus, mais en 23-24, en fait, il haïssait Lénine profondément. Pour lui, c'était une nouvelle mission, telle que je la vois dans les événements. Et pour entreprendre sa propre mission, il avait besoin d'une figure de culte, Lénine, pas le vrai Lénine, qui ne l'aimait pas d'ailleurs. Один из участков фронта. Энская часть получила боевую задачу – овладеть опорным пунктом немцев. Путь к нему проходит через замерзшее озеро. Минометные расчеты выдвинулись вперед. Пошли в атаку лыжники. Прикрываясь завесой артиллерийского и минометного огня, лыжники пересекают озеро.
Автоматчики уже на окраине селения. Прямой наводкой артиллеристы выбивают немцев, засевших в домах. Опорный пункт врага разгромлен. Населенный пункт взят. Захвачена большая партия пленных. Так всюду на пути к Бердичеву. На этом участке фронта шли ожесточенные бои. Здесь действовали крупные танковые силы противника. Немцы старались любой ценой удержать свои позиции. Немецкие контратаки следовали одна за другой, но все они были отбиты нашими частями, нанесшими сокрушительные удары по живой силе и технике врага. Не помогли немцам и дополнительные силы, переброшенные в район Бердичева с другого участка фронта. Части Красной Армии продолжали охватывать город с разных направлений. Штурмовые группы ворвались на окраину Бердичева. Бой продолжался в городе. Крупный железнодорожный узел. Мощный опорный пункт обороны немцев на юго-западном направлении. Бердичев взят. Город разрушен и опустошен гитлеровцами.
Днем почти не осталось жителей. Стремительный удар наступающих помешал немцам увести составы с военной техникой. Советские воины в боях за Бердичев вновь показали высокие образцы отваги и военного мастерства. Им от имени Родины салютует столица Москва. Полесье. Больше месяца назад театр военных действий переместился с западных берегов Днепра сюда, вглубь Полесья. Разгромленные под Гомелем и Речицей немецкие войска под ударами Красной Армии продолжали укорачивать свой фронт, отступая в направлении на Мозырь и Калинковичи. Глубокие снега, бездорожье, незамерзающие реки затрудняли продвижение наступающих частей Белорусского фронта. И без того труднопроходимую Полесскую землю немцы, отступая, исполосовали множеством минных полей. Не зная усталости, работали наши саперы. Они ежедневно извлекали и обезвреживали тысячи вражеских мин. Не давая противнику передышки, преследуя его по пятам, шли вперед наши подвижные отряды. На одной из лесных полян, скрытой среди снегов и зарослей, расположился штаб армии, которой командует герой Советского Союза генерал-лейтенант Батов. Сюда прибыли командующий Белорусским фронтом генерал армии Рокоссовский и член военного совета фронта генерал-лейтенант Телегин. По приказу Верховного Главнокомандования готовился новый удар по врагу. Перед наступающими войсками Белорусского фронта лежит мощный узел сопротивления противника на Полесском направлении, опирающийся на города Мозырь и Калинковичи. Этот район имеет для немцев особенно важное значение. Здесь сосредоточены большие склады снабжения германских войск. Отсюда расходится сеть множества шоссейных и железных дорог, имеющих в лесисто-болотистом Полесье первостепенное значение. Сюда же идет кратчайший железнодорожный путь из Германии через Брест-Литовск и Пинск. Разработанный нашим командованием план наступления был рассчитан на глубокий обходный маневр, окружение и полный разгром этой группировки вражеских войск. Ни днем, ни ночью не прекращалось движение по фронтовым дорогам. К линии фронта подходили все новые и новые части и техника.
четко работали фронтовые тылы. Тысячи ящиков патронов, снарядов и мин доставлялись на конечные станции прифронтовой железной дороги, а отсюда отправлялись к артиллерийским позициям. Молчит лес. Даже на расстоянии нескольких шагов трудно заметить скрытые в лесной чаще, готовые к бою наши войска. Когда артиллерия обрушилась непрерывным огнем на позиции противника, снова вышли на свой тяжелый труд саперы. Они расчищали проходы пехоте и танкам. Последние минуты перед атакой. Гвардии-лейтенанту Владимиру Цегельному вручается партийный билет. Его приняли в члены партии в дни боев за Речицу. Отважный танкист-офицер. В одном из боев его танк попал в болото. 15 дней экипаж танка держал оборону и уничтожил 90 немцев. Оборона немцев прорвана. Здесь прошли наши танки. Здесь поработала наша артиллерия. Здесь поработал штык пехотинца. Когда войска Белорусского фронта вплотную подошли к городам Мозырь и Калинковичи, над немецкими гарнизонами, обороняющими эти пункты, нависла угроза полного окружения. Выставив мощный заслон на западе, наши части, действующие на флангах, продолжали теснить противника, завершая глубокий охват его группировки. Одновременно начался штурм вражеских позиций с востока.
наши бойцы ворвались на окраины Мозыря. Завязались уличные бои. 14 января войска Белорусского фронта полностью овладели городом Мозырь, областным центром Белоруссии. В тот же день под ударами наших войск пал другой важный пункт обороны немцев – город Калинковичи. С потерей Калинковичей немцы лишились крупного узла железных дорог и удобной базы снабжения своих войск. Уходя, они взрывали пути, поспешно угоняли подвижной состав. В боях за Мозырь и Калинковичи наши войска нанесли врагу большой урон. Немцы потеряли здесь много техники и живой силы. Взято значительное количество пленных. Большими группами тянутся они по фронтовым дорогам на восток, в наш тыл. По этим же дорогам вперед на запад идут славные части Белорусского фронта, герои, несущие освобождение нашей советской Белоруссии. Moshe Lewin, j'ai deux questions à vous poser en premier lieu. Une d'abord comme témoin, une ensuite comme historien. Comme témoin, vous avez été dans cette armée soviétique, enfin vous avez fait votre entraînement. Et pendant ces 3-4 années, est-ce que vous avez vu des changements? Comment ça s'est présenté pour vous, cette vie militaire? En fait, cette armée avait vécu plusieurs phases. Une phase, c'était la période au début. À ce moment-là, l'armée était comme un sac de pommes de terre. On pouvait le voir déjà en Finlande. Mais à partir de la bataille de Stalingrad, beaucoup avait changé. Et à cause de la victoire de Stalingrad, le régime interne au sein de l'armée, en ce qui concerne le traitement des soldats et des généraux, avait changé, au moins pour une certaine époque, jusqu'en 1945. On l'appelle la période libérale.
On permettait aux généraux beaucoup plus d'initiatives. Les soldats savaient qu'ils étaient des citoyens soviétiques héroïques, victorieux. On le soulignait souvent dans l'armée. Et je me souviens de ce comportement type emprise sur les soldats par les officiers. C'était interdit. Le slogan était qu'il ne faut pas oublier que le soldat soviétique est aussi un citoyen qui a sa dignité. Et c'est comme ça que j'ai vécu ma carrière militaire dans l'armée soviétique. Je n'ai pas vécu cette terreur. En fait, on ne se rendait pas compte de l'existence de l'unité Smerch, de la police secrète au sein de l'armée. Voilà en ce qui concerne mon expérience personnelle. En ce qui concerne le point de vue de l'historien, il y a quelque chose qui n'avait pas existé sous Hitler. Hitler avait fait le contraire, en fait. Mais avec les victoires qui s'empilaient, Staline avait relâché son contrôle. Il a permis aux généraux de faire ce qu'ils voulaient. Auparavant, il culpabilisait les généraux pour un oui, pour un non. Il les exécutait très facilement. Mais la période dont nous parlons maintenant, c'est un Staline différent. Il écoutait. Les gens pouvaient venir faire des propositions et pour un certain temps, il accepte. Cela ne veut pas dire que le stalinisme s'était affaibli. Au contraire, il est revenu avec beaucoup plus de force par la suite, beaucoup plus de dureté. Mais pendant un certain temps, le karatiel, le terme russe qui veut dire sanctionneur, il ne sanctionnait plus, il était un leader. C'était une différence. Pour une certaine période, les généraux étaient des généraux, les maréchaux surtout, étaient très connus dans la société, ils étaient très populaires, et c'était un groupe de gens avec beaucoup de talent militaire, des experts. Mais vers la fin de la guerre, il a recommencé à contrôler le tout. Juste avant la guerre, il y avait un régime qui était d'une certaine façon assez oppressif politiquement. À cause de la guerre, une certaine détente s'est observée, au moins dans l'armée, c'est-à-dire chez tous les citoyens qui étaient dans cette armée. Et ensuite, le régime s'est à nouveau, si j'ose dire, durci et est devenu ce régime totalitaire qu'on connaît bien. Alors là-dessus, beaucoup de gens disent que le stalinisme était contenu dans l'œuf, dans le léninisme. D'autres disent pas du tout. Tout a changé avec Staline. Et vous, Moshe Lewin, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense tout d'abord que les deux, et Lénine et Staline et les autres, ce sont des produits de l'histoire russe. Pour commencer, il faut le dire. Deuxièmement, l'étude, l'examen de cette période léniniste du parti de Lénine montre l'existence de ce groupement politique. C'était un leader avec énormément de prestige et il gagnait par rapport aux autres par son prestige personnel. Tous les autres leaders avaient leur période où ils combattaient Lénine. S'il avait été personnage de culte, il n'aurait pas pu s'y confronter. Il avait vraiment la capacité d'être un leader. Mais le phénomène staliniste, c'est la transformation de cette organisation. C'est devenu une bureaucratie avec des soldats, si vous voulez, mais ce n'est plus un parti politique. C'est quelque chose de complètement différent. C'est donc un autre chapitre. Le despotisme qui s'est développé appartient à une catégorie de Tatars ou de Han, ça n'a rien à voir avec la variété de démocratie sociale qu'on trouvait sous Lénine. Mélanger tout cela, c'est le point de vue historique. Alors, nous allons sans doute revenir sur ce problème, puisque nous avons parlé des changements politiques à l'intérieur du système. On verra peut-être tout à l'heure qu'est-ce que ça voulait dire dans les rapports du régime politique avec la société. Mais auparavant, les actualités américaines sont intéressantes parce qu'elles évoquent une révolution sociale, précisément aux États-Unis après la guerre. On va voir ce qu'il faut en penser. At the Hotel Stevens in Chicago, leaders of the Republican National Committee choose the Windy City for their 1944 presidential convention.
Chairman of the committee, Harrison E. Spangler of Iowa, sounds a keynote for the meeting. The winning of the war must be kept out of politics. The political party which attempts to make the conduct of the war a partisan activity will be condemned by the nation as a whole. Representative from Indiana, Charles A. Halleck, says, we must demonstrate to the people of America that the minute to change horses in the middle of a stream is that moment when the new horse can cross the stream more quickly, more efficiently, and without spilling its burden. The convention place is Chicago's huge stadium. The date, June 26th. The candidate, well, some say it may be Wendell L. Willkie. He got 22 million votes last time. Others say New York's Governor Thomas E. Dewey is the man for 1944 as the Republican presidential drive gets off to a galloping start. Out of the skies of war, a strange new story of Nazi air defeat. The story of a German pilot who got fed up with war and flew his plane to an Allied air base in the Mediterranean and surrendered. The brand new Nazi plane, flown by Yank airmen from the Mediterranean to Wright Field, proves a rich war prize. It's the latest model Junkers 88. Unlike most Nazi ships shot down in combat, it has all of its secrets in perfect condition, secrets that American Army airmen will turn against the Luftwaffe. Now they know what the Junkers 88 can do and can't do, what the firepower is from this tricky turret, and how to draw its sting. And the secrets of the bomb bay, too. It's a pretty plum that has dropped down in the lap of the Allies, and one more of Hitler's secret weapons isn't so secret anymore. Before submitting his second $100 billion budget, the president in his annual message to Congress asked for a new tax law, new war contract regulations, control of food prices, stabilization of other commodity prices, and then urged a national service law, which for the duration of the war will prevent strikes and with certain appropriate exceptions will make available for war production or for any other essential services every able-bodied adult in the whole nation. And although I believe that we and our allies can win the war without a national service law, I am certain after long experience that nothing less than the total mobilization of all our resources of manpower and capital will guarantee an earlier victory and reduce the toll of suffering and sorrow and blood. A second Bill of Rights, under which a new basis of security and prosperity can be established for all, regardless of station or race or creed. Among these are the right to a useful and remunerative job in the industries or shops or farms or mines throughout the nation. The right to earn enough to provide adequate food and clothing and recreation. The right of every farmer to raise and sell his products at a return which will give him and his family a decent living. The right of every businessman, large and small, to trade in an atmosphere of freedom, freedom from unfair competition and domination by monopolies at home or abroad. The right of every family to a decent home. The right to adequate medical care and the opportunity to achieve and enjoy good health. The right to adequate protection from the economic fears of old age, sickness, accident, and unemployment. The right to a good education. All of these rights spell security. And after this war is won,
we must be prepared to move forward in the implementation of these rights to new goals of human happiness and well-being. For unless there is security here at home, there cannot be lasting peace in the world. Moshe Lewin, on voit bien que Roosevelt est malade, mais au-delà de cette figure, que vous inspire le discours qu'il vient de faire, vous qui êtes maintenant professeur à l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis et qui vivez aux États-Unis? Très souvent, les gens disaient, et ils le disent toujours, que Roosevelt était naïf. En écoutant ce qu'il avait à dire, moi je dirais qu'il n'était pas naïf, qu'il avait plutôt une vision tout à fait appropriée pour le temps, pour l'époque. Et c'est toujours une vision tout à fait appropriée pour les États-Unis. Il disait à cette nation qui était traumatisée plus par la dépression des années 30 que par la guerre. Il disait que le système économique de marché ne peut pas se permettre ce type de crise. Et il a introduit toute une série de perceptions, de concepts englobés dans ce New Deal, qui est un peu la démocratie sociale, c'est-à-dire un État avec une conscience sociale, une économie de marché à visage humain. Et donc, il s'occupe de ses ouvriers, sécurité de travail. Le mot sécurité est tout à fait crucial. Et il veut aussi une sécurité pour les petites entreprises, pour qu'elles soient protégées des monopoles. Et c'est un type de programme qui permettrait aux États-Unis, après la guerre, de jouer un rôle de leadership moral et politique dans le monde. Il essaye donc de reprendre des communistes ce rôle de leadership, parce que les communistes critiquaient le système américain justement pour ses maux sociaux. Et c'est un discours très grand. Ça deviendra plus tard la charte atlantique, le concept de base étant la sécurité d'emploi, mais pas seulement. Mais il ne parle pas de sécurité militaire, il parle plutôt de sécurité sociale. Il dit que s'il n'y a pas de sécurité aux États-Unis, il n'y en aura pas dans le monde. C'était très bien dit, et c'est un testament très intéressant de la part d'un homme politique malade mais très sage. In the Central Pacific, an American Navy task force continues the softening up of the Marshall Islands. Preparations for another of the day-in, day-out bombings that forecast early invasion of the 33 atolls scattered over 150,000 square miles. In the weird half-light of dawn, exhausts flaring, planes take off from the carrier deck. They face an enemy long entrenched. The Japanese have held the Marshall since 1914. A Jap Zero ahead. Automatic gun cameras tell the story. Another Jap Zero. One morning's work is over and planes return to the carrier. In one flight, 85 Jap planes were shot down. Pilots report a successful mission to the entire company over the ship's telephone. There goes the warning, Jap planes overhead. We counter with a terrific barrage. Our anti-aircraft is deadly. There goes one. There goes another. And another behind the aircraft carrier. Navy planes, ships, and men pounding toward Tokyo. For
portrait of battle on tiny New Britain Island as MacArthur drives against Japan's mighty base of Rabaul. A pincer's drive from Bougainville and now from Cape Gloucester. The time, Christmas week, and across the vast Pacific, American convoys carry the landing force to the attack. Then overhead, planes, American air power, and on the watching ships, American sea power begins the battle against Cape Gloucester. Up above, teamwork from B-24 Liberators. Fantastic bomb bursts softening up the invasion beat. B-25s lay smoke screens to hide the invasion. And the convoy landing force mans the boats. Jungle-toughened Marines, veterans of Guadalcanal, head for one more beach, one more ride to battle. And in the dawn's half-light, our Higgins boats go in shooting. Ready, second wave, and 0 hour ticks off. Marines start inland. Perfect coordination of naval barrage and Air Force bomb power had driven the Japs back. And on across Cape Gloucester, Marine tank and infantry teams push relentlessly ahead. Yank frontline casualties. Blood plasma saves many. After 4 days, the Jap airport is in American hands. 51 Jap planes destroyed. Inland, the Japs resisted fanatically. More than 2,000 were killed. 2,000 who died for Tojo's setting sun. For the Marines, another enemy, jungle mud. Long miles of muck and mosquito swamps. Wet, weary miles, a half a world away from you and Main Street. This is work and toil and sacrifice. And this is the hard way to Rabaul, the distant way to Tokyo. America's fighting men, backed by you, are marching, marching on. Moshe Lewin, vous nous avez commenté le discours de Roosevelt en disant en quelque sorte qu'il voulait introduire une sorte de capitalisme à visage humain. Du côté de Staline, il n'y a aucune proposition. C'est bien plus tard qu'on parlera d'un socialisme à visage humain en Tchécoslovaquie. Comment vous faites la différence entre ces deux types de comportements ? En fait, le régime de Staline était un régime gelé. Depuis 1937, un régime qui avait perdu sa dynamique et donc on ne pouvait pas promettre des changements, même si les soldats victorieux s'y attendaient. Donc ils n'avaient rien promis, ils ne pouvaient rien promettre. C'était autre chose aux États-Unis. Mais le système russe, en général, n'était pas gelé. Il y avait un développement social très important qui avait lieu et donc cette question d'humanisation du communisme était à l'ordre du jour. Et une fois qu'on se débarrasse du despotisme, la démocratisation, l'humanisation est à l'ordre du jour, ça ressurgit, on trouve Gorbatchev avec son socialisme à visage humain et ça ouvre un nouveau chapitre
qui est en train de se vivre en Union soviétique ou en Russie aujourd'hui. Si la Russie arrive à produire un capitalisme à visage humain, ça sera très bien, mais on ne peut pas le dire pour l'instant. Merci Moshe Lewin pour ce jugement. La semaine prochaine, nous verrons des actualités japonaises et britanniques.